Glozell, quelle histoire! Bonjour. L'histoire du site archéologique de Glozell est très complexe. Elle va vous être présentée sous forme d'un schéma évolutif. En haut de l'écran, en bleu, les aspects positifs et notamment le nom des spécialistes qui ont fouillé et validé le site. En bas, en rouge, les détracteurs qui ont agi pour le couler. La courbe marron correspond à l'importance des découvertes. Ainsi, en 1924, le 1er mars, découverte par Émile Fradin et sa famille d'objets dans en fait une tombe ovale. Quelques jours après, le 16 mars, publication par René Dussault, qui était épigraphiste au musée du Louvre, de l'origine des alphabets. Le problème est que la première découverte d'Émile remet en cause celle de René Dussault. Clément, instituteur, tente de détourner projet et objet. Il sera remis à sa place et renvoyé de Glozell, avec fracas. Mais cela ne l'empêchera pas de revenir avec Viplay, le procureur, et s'emparer des briques de la tombe ovale pour les envoyer au professeur Capitan à Paris. Mademoiselle Picandet, de son côté, institutrice, envoie un rapport sur ses découvertes au ministère. Et en 1925, la Société d'émulation du Bourbonnais, dont faisait partie Clément, se retire du projet. Heureusement, le docteur Morlet prend le site en charge en mai 1925. Et là, il apprend que le professeur Capitan, très grand nom de l'archéologie française, est en cure à Vichy. Il l'invite et le professeur Capitan valide le site. Mais Morlet a peur d'un détournement du projet et refuse de collaborer. Ainsi, très vexé, Capitan réagit et parle de supercherie à ses pairs. C'est comme ça que va naître l'esprit de Glozell, celui qui produit la nuit ce qui est découvert le jour. Van Gennep produira régulièrement des articles dans le Mercure de France et en 1925, ce sera le premier. En 1926, aux grandes surprises pour les gens de Glozell, qui voient arriver le roi de Roumanie, qui va passer l'après-midi dans le hameau pour observer et étudier les différents objets. Il partira très satisfait. Par contre, Boulle, le professeur Boulle, contestera la présence du renne sur les galets, car ce renne n'aurait jamais dû être là à cette époque. Mais la commission des monuments historiques refuse de venir rendre une étude et une visite, car le professeur Capitan aurait été diffamé. Camille Julien, qui n'est jamais venu à Glozell, eh bien, annonce qu'il s'agit d'une officine de sorcières. Par contre, les grands professeurs Reinhardt, Depéré et Esperandieu viennent fouiller et valident le site, comme Albert Lotte, l'abbé Breuil ou Audolan. Le directeur du zoo de Bergen en 1927 identifie le renne sur un galet, notamment par rapport au port très particulier de la tête de l'animal. Reinhardt et un ensemble d'autres archéologues viennent donc fouiller en groupe et valident ce site. Mais André Vaison de Pradenne vient sur ce site d'une manière relativement discrète d'abord pour acheter les objets. Et dans ses mémoires, Émile Fradin dira que c'était pour les vendre aux Américains. Fouille
avec Vaison, donc, qui se poursuivent quand même, malgré le problème, le refus, Émile Fradin et le professeur Morlet. En fait, Vaison ne reconnaîtra pas Glosel et dira en fait que tout est faux, dû à l'esprit de Glosel. En positif, quand même, la venue de Perret de nouveau et de Björn, comme celle de Mendes Correa de Porto et le professeur Maillet de Lyon, qui valide ce site, bien sûr. Et malheureusement, l'abbé Breuil va en fait se retirer de ce projet, disant que ça ne l'intéresse pas, suite à des vexations avec le professeur Morlet. Il fallait s'en sortir. Donc, on décide à l'Institut international d'anthropologie, par l'intermédiaire de Mendes Correa, de constituer une commission dite internationale afin de faire la lumière sur ce site face à certaines contestations. Car Morlet voulait que ce soit carré 100%, et on va voir comment ça va évoluer. Denis Perroni viendra de son côté, mais mettra quelques doutes. 1927 voit aussi la pression monter chez René Dussault, qui écrit une lettre anonyme. La commission dite internationale se met en place et fouille pendant le mois de novembre 27 avec des journalistes qui avaient été autorisés par le ministre, et ces derniers, vu l'évidence des faits de ces 3 jours de fouille, eh bien, valident par eux-mêmes ce qu'ils ont observé et le publient. Mais c'est sans compter le reniement de Denis Perroni, qui lui verra en fait des eaux frais dans ce qu'il a participé à la découverte et l'ajoutera au rapport. De l'autre côté, nous avons aussi la fosse des pêches de Porto, et tout cela va influencer la commission internationale dans son rapport final. Ce rapport final, donc, qui dira que les objets ne sont pas néolithiques. Tout cela sera pimenté, en fait, malheureusement, par le rapport Champion, qui correspond au summum de la supercherie. Ce dernier, dans les moindres détails, précisait comment le fameux fraudeur procédait, avec bien sûr tout un ensemble d'outils, et on dira quand même qu'au passage, ce fameux fraudeur n'a jamais été découvert, car, comme vous le savez, il n'existait pas. Alors on va, pendant cette première partie de 28, assister à des découvertes formidables. D'abord l'initiative des journalistes du matin, qui, juste une petite autorisation en poche de Dr Morlet et des Fradin, sous la neige, eh bien, ont décidé d'aller fouiller en dehors du champ des morts. Et là, après avoir arraché arbres, racines et autres, vont découvrir là aussi des objets. Donc, il ne pouvait pas y avoir de supercherie et ces derniers le publient. Découverte aussi chez Guerrier, notamment de galets. Et une des découvertes très sensationnelles, ce sera celle du professeur de Perret, qui, dans la grotte artificielle de Puy-Ravel, à au moins 4 mètres de profondeur, va découvrir sous un amas d'un plafond des objets avec des signes et dessins comme ceux de Glosel. Dussault sent que le terrain s'effondre sous ses pieds. Et là, il décide de publier dans le Matin un article dans lequel il accuse Claude et Émile Fradin de mystification. Évidemment, ces derniers vont porter plainte, mais pas à Moulins, ils vont porter plainte au tribunal de la Seine à Paris. Répercussion des résultats de la commission internationale, le refus de classement monument historique du site, et cela sera marqué pendant très longtemps contre Glosel. La Société préhistorique française ne supporte plus la situation et va déposer plainte au tribunal de Moulins
contre X pour escroquerie et perquisition. Notons que les perquisitions auront lieu le lendemain même du dépôt de la plainte. Donc, affaire en cours et on nomme un expert, eh bien, ça sera M. Bayle, expert sulfureux, qui sera nommé. De son côté, Morlet essaie de rattraper le coup de cette commission internationale et regroupe un ensemble de grands savants de l'époque qui vont venir fouiller pendant plusieurs jours sur le site et le valideront. Mais ces résultats n'auront aucune incidence sur la reconnaissance officielle du site. 1929 et 30, donc voit en 29 Morlet poursuit en diffamation la Société préhistorique française et le journal Les Débats. De l'autre côté, Émile Fradin se voit inculpé. Inculpé, mais juste la veille du procès de Dussault, et ce dernier, donc, voit son procès renvoyé assez loin. Malheureusement, l'expert Bayle est assassiné par une personne qui avait été victime d'une de ces fausses expertises. Décès également de Charles de Perret, grand défenseur de Glosel, qui est mort subitement, décès en 29. Suite donc à la plainte de Morlet, la Société préhistorique française et le journal des débats sont condamnés. Et la condamnation sera confirmée en appel. Mais, au miracle pour Émile Fradin, le tribunal de QC qui était fermé réouvre. Et donc on assiste à un dépaysement de l'affaire, c'est-à-dire que le dossier de Moulin, eh bien, qui était presque bouclé, va se retrouver de nouveau consulté, plus que consulté d'ailleurs, repris à zéro par le tribunal de QC, et notamment par son président Antonin Besson. Ce dernier, après tout un ensemble de recherches et d'expertises, cette fois-ci par de vrais experts archéologiques, va conclure au non-lieu pour Émile Fradin. Ce non-lieu, eh bien, sera confirmé. Tout en ayant fait appel, la SPF sera condamnée aux francs symboliques et des dépens importants. Le retour de plainte contre Dussault, lui, sera jugé en 1932. Dussault et Le Matin seront condamnés. Dussault, en plus, sera condamné au pénal, ce qui est quand même grave, mais, aux chances pour lui, eh bien, il va profiter d'une loi d'amnistie générale pour voir cette condamnation annulée. Et de son côté, deuxième grand décès, celui du professeur Salomon Reinhardt en 1932. Le professeur Morlet terminera ses fouilles en 1936. Puis, le temps passe et en 1941, nous avons donc la loi Carcopino qui est votée avec pour principe l'interdiction des fouilles sauvages. En 1963, c'est le décès d'Antonin Morlet. Puis, 1966 voit de nouvelles lumières pour Glosel. En effet, des Scandinaves contactent Émile Fradin suite à l'apparition des datations au carbone 14. Mais Émile voit qu'il y faut quand même trop de matériel au niveau des eaux qui sont nécessaires et refuse ce principe d'analyse. De son côté, André Malraux est ministre de la Culture. Le grand Malraux demande donc que l'on fouille à Glosel. Mais là, il se retrouvera face à Henri Delporte, directeur des Antiquités préhistoriques d'Auvergne, et ce dernier refusera. Pourquoi il refusera? Il dira en fait, il eût fallu un détachement d'un régiment entier de chasseurs alpins pour protéger les fouilles de Glosel. Quelques années après, nouveau contact des Scandinaves, toujours les mêmes d'ailleurs, c'est une dame, une journaliste qui était à l'initiative de ces contacts, pour des analyses au carbone 14 et surtout la thermoluminescence par 3 laboratoires européens. Ces laboratoires, par rapport à tout un ensemble d'éléments qu'ils avaient importés,
vont dater les objets, vont dater les ossements de 15 000 à moins 17 000, les céramiques de moins 5 000 et les tablettes de moins 2500. Et ces mêmes Scandinaves vont quand même contacter les Français. Et ainsi Henri François, un très grand chercheur du centre d'énergie atomique de Fontenay-aux-Roses, reconnu mondialement, va participer, mais il demandera à Henri de Delporte de l'assister, car c'était quand même lui le responsable des antiquités locales. Et ce dernier, Delporte, dira qu'en fait, vu la présence d'un faussaire, c'est peut-être pas la peine d'aller trop voir ce qui se passe à Glozelle. Cependant, François fera donc des recherches et constatera qu'il y a eu plusieurs échauffements sur les céramiques liés à l'activité humaine au travers du temps. Et donc tout cela fausse les datations. Autre travail d'investigation sur le champ des morts, étude au magnétomètre à protons par Madame Lemercier, et cette dernière et son équipe démontrent qu'il existe encore des structures inviolées tant sur le site que sur les terrains voisins. Et donc, par contre, Henri Delporte refusera la mise en place de témoins de mesure du magnétisme du sol. 1982-1983 voit d'abord le congrès d'Oxford, qui est en 1974, lui. Donc 82-83, c'est Jack Lang, ministre de la Culture, qui demande que l'on procède à des fouilles complètes du site. Mais seuls des sondages seront effectués, dont certains seront remis en cause et contestés. Il va être réalisé un pré-rapport qui sortira 12 ans après, en 1995, et le rapport final, lui, est sorti il n'y a pas longtemps, en 2023, et il conclura donc que les objets sont récents, du IVe siècle au Moyen Âge. Enfin, Glozelle fêtera son centenaire en 2024. Voilà, l'affaire de Glozelle, très complexe, vous a été présentée. Merci pour votre attention.